Bonjour et bienvenue à la saison automnale de En Action. Mon nom c'est Daniel Rioux, kinésiologue de profession. Aujourd'hui, je suis avec Andréane Martin, qui est nutritionniste et présidente fondatrice de l'équipe Andréane Martin. Bonjour Andréane. Allô Daniel, comment ça va? Très bien, toi? Oui, ça va bien, ça va très bien, merci. Cool. Ben, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu as une bonne feuille de route. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te passionne, qui est ta spécialité, le microbiote. Oui, alors là, les gens vont faire micro quoi exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le microbiote, finalement? C'est ça, exact. Ou on a d'autres personnes qui vont dire, ah oui, 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 là, les bactéries qu'on a dans notre intestin, ou ah oui, le deuxième cerveau. Donc, on a vraiment tous un niveau de connaissance complètement différent quand on parle de microbiote intestinal. Alors, on va essayer de ratisser large pour vraiment répondre aux besoins de chaque niveau de connaissance, finalement. Ben oui. Fait que, tu sais, mettons là, que si je suis un enfant de 5 ans, là, puis tu avais à m'expliquer c'est quoi le microbiote, comment tu me décrirais ça? Oh là là, si t'es un enfant de 5 ans, je ne sais pas si je me lancerais vraiment dans cette expérience. Mais bref, de façon vraiment globale, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui habitent tout au long de notre tube digestif. Donc, on en a de la bouche jusqu'à l'anus, là, on va dire ça comme ça, mais la majorité des bactéries se trouvent vraiment dans l'intestin. Puis, on a souvent, j'aime dire, là, qu'on a souvent comparé. En fait, on a souvent négligé l'intestin, pensant que son seul rôle, c'était de produire du caca, puis c'était simple comme ça. Mais on réalise depuis à peu près une vingtaine d'années qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a tout un monde là-dedans qui grouille d'histoires à raconter là, sur les liens à la fois directs et indirects avec notre santé globale. Et c'est là que ça devient intéressant parce que toutes les familles de bactéries qu'on a dans notre tube digestif ont différents rôles et fonctions, autant sur la santé physique que la santé mentale. D'où le fait que je disais tout à l'heure qu'il s'agit potentiellement de notre deuxième cerveau. Puis je me permets d'aller même un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus loin, puis en même temps mes mains reviennent en arrière, mais si on regarde dans la conception du fœtus de l'être humain, l'intestin en fait est vraiment notre premier cerveau. Puis il a tellement d'importance sur tout ce qui se passe dans le corps que j'oserais dire que c'est maintenant l'organe qui est au cœur de notre santé globale. OK. Alors, Intéressant. oui, là, on met la table. Alors là, Oui, j'espère que c'est vous ça. êtes en train de vous dire, oh, OK, je veux en savoir plus. Ben oui, absolument. Mais bref, juste pour faire un petit tour d'horizon vite, vite, pour pouvoir plonger dans les détails, là. Un petit tour d'horizon vite, vite sur les différents, justement, rôles et fonctions de ces bactéries-là. On en a certaines qui, lorsque bien nourries, évidemment, puis ça, on pourra justement aller plus en détail là-dedans aussi, lorsqu'elles sont bien nourries, elles vont produire plusieurs molécules qu'on appelle des métabolites. Donc, on prend le temps de bien choisir nos aliments. Les bactéries vont fermenter ces aliments-là et la fermentation va produire des petites molécules. Ces molécules-là vont avoir des impacts sur plusieurs systèmes. Premièrement, ils vont influencer nos signaux de faim et de satiété. Donc, ça va avoir un impact sur notre gestion de poids, entre autres, et le contrôle des portions. Ces petites molécules-là aussi vont permettre de nourrir nos autres bonnes bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Puis celles-ci vont, par exemple, produire plus de mucus. Ça, c'est une bonne chose parce que le mucus nous aide à améliorer nos défenses immunitaires. Donc, une meilleure barrière contre les envahisseurs. Ça aussi, c'est une bonne chose. À l'intérieur de l'intestin. À l'intérieur de l'intestin. OK. Exact. Donc, on a vraiment une barrière intestinale. Je vous dirais, l'intestin en soi, je me permets une petite parenthèse, mais l'intestin, c'est la deuxième plus grande barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur. La première barrière, c'est la peau. Puis ensuite, ben, tout ce qu'on mange, à un moment donné, il peut y avoir des pathogènes là-dedans, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, l'intestin, nos bactéries intestinales, vont gérer un peu la différenciation entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui doit entrer, puis ce qui ne doit pas entrer. Donc, les bactéries intestinales, si elles sont bien nourries, encore une fois, vont bien faire ce travail-là. Autre chose, les bactéries intestinales vont activer, en fait, les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B sont bien, bien importantes, et là, je tombe dans le mini détail, là, mais je vais essayer de rendre ça simple. Quand
quand on vit au quotidien, on va le dire vraiment de cette façon-là, de façon très simple, quand on vit au quotidien, notre cerveau fabrique beaucoup de neurotransmetteurs. Il va fabriquer de la sérotonine pour qu'on se sente bien. Il va fabriquer du GABA pour nous aider à mieux gérer notre stress. En fait, il va fabriquer comme ça une centaine de neurotransmetteurs. Tous ces petits messages chimiques-là qui voyagent partout dans notre corps pour qu'on fonctionne bien au quotidien, la fabrication de ces messages-là nécessite de la vitamine B qu'on retrouve dans notre alimentation, mais que nos bonnes bactéries intestinales s'occupent aussi d'activer. Alors, c'est vraiment important, oui, d'en manger, mais si on n'a pas un microbiote qui est adéquat, mais ces bactéries-là, pas ces bactéries-là, mais ces vitamines-là ne seront pas activées. Donc, vous comprenez toute l'importance, finalement, d'avoir des bonnes bactéries pour produire adéquatement nos neurotransmetteurs. Donc, encore une fois, c'était 3 exemples typiques, mais j'aurais pu en nommer beaucoup plus. OK. C'est vraiment c'est fascinant. C'est un impact on ne se doute pas là, au début quand on entend ce mot-là, microbiote. Est-ce que pour avoir un microbiote en santé, faut absolument comme boire des yogourts qui contiennent plus de probiotiques? Est-ce que des fois, je pense qu'il y a même des pilules là, qui contiennent des probiotiques? Ouais. Ça a-tu vraiment un impact? C'est-tu vraiment ça qui va nourrir notre microbiote ou est-ce qu'il y a d'autres façons? C'est une super bonne question. Puis, je vais me permettre, Daniel, de commencer quelque part pour arriver à cette question-là. Ouais. Le microbiote n'est pas juste modulé finalement par l'alimentation ou par les probiotiques qu'on va manger. En fait, tout part du jour zéro, puis même avant le jour zéro. Tout part de l'alimentation de la maman, parce qu'il y a une partie de son microbiote à elle qui va être transférée au microbiote du fœtus, du nouveau-né. Ensuite, à la naissance, si on est né par césarienne ou si on est né par voie naturelle, par voie vaginale, à ce moment-là, le microbiote de la personne, du petit bébé, va être différent. Si on est allaité ou si on y va vers des préparations pour nourrissons, encore là, ça va modifier le microbiote de l'individu. L'environnement dans lequel on vit, est-ce qu'il est plus aseptisé, est-ce qu'il est plus rural, plus urbain? Ça aussi, ça va avoir un impact. La prise de médicaments, la prise d'antibiotiques et l'alimentation. C'est sûr que l'alimentation, c'est 40% de ce qui a le plus d'impact finalement sur le microbiote intestinal. Et ça, c'est de la musique à mes oreilles parce que ça veut dire qu'on a le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais en même temps, il y a bien des éléments qu'on n'a pas pu contrôler, là, ne serait-ce que la façon dont on est, le mode alimentaire qu'a choisi nos parents, l'environnement dans lequel on vit. Donc ça, c'est des facteurs un peu plus, j'oserais dire, non modifiables. Ben, pas non modifiables, parce qu'on a quand même des choix à travers ça. Mais bref, c'est pas des choses sur lesquelles nous, en tant que personne, on a un contrôle. Donc, je reviens à ta question. Oui, il y a moyen de faire des choix pour avoir un microbiote davantage sain et actif. Et ça passe par l'alimentation, ainsi qu'un petit bout là, par ce qu'on appelle les aliments fermentés, les probiotiques sous forme de suppléments. Mais avant d'aller vers un probiotique sous forme de supplément, mettez vos jumelles puis regardez ce qui se passe dans vos assiettes. Parce que j'ai vu beaucoup trop de gens manger encore des plats débordants de viande, de la charcuterie, des aliments transformés, mais se dire « j'ai mon probiotique quotidien, alors tout va bien aller au sein de mon microbiote intestinal ». C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Fait que tu peux pas prendre un McDo avec ton petit Bioca puis penser que ça va être idéal pour ton microbiote. C'est ce que je comprends. C'est sûr que ça va peut-être, ça pourra pas nuire, en tout cas, chose certaine, mais je travaillerais peut-être le McDo avant de travailler le probiotique qui l'accompagne. Je comprends. Mais en même temps, le McDo peut être là quand même de temps à autre. Mais si effectivement c'est une alimentation comme ça au quotidien, là, ça va pas très bien. Ça ira pas bien au niveau de votre microbiote, mais ça ira pas bien au niveau de tout le reste de la santé globale aussi. Je t'apprendrai rien, Daniel, mais on s'entend que côté énergie, ça va être 0 puis une barre. Donc, à la lumière de toute l'importance du microbiote intestinal, je pense que la question qu'il faut se poser maintenant, c'est OK, si j'ai le contrôle dessus à 40%, qu'est-ce que j'intègre dans mon alimentation pour justement optimiser la croissance des bonnes bactéries? Parce que là, je vous ai parlé du côté positif, mais il y a aussi un petit côté pervers. Il y a malheureusement certaines mauvaises familles de bactéries qui peuvent s'installer, qui peuvent croître. Toi et moi, Daniel, tout le monde a des mauvaises bactéries à l'intérieur du microbiote, mais ce qu'on veut, c'est qu'elles restent en population moins nombreuse par rapport aux bonnes bactéries. Donc, les super-héros dominent les méchants. C'est un peu comme ça.
Donc, pour que nos super-héros survivent dans ce monde-là, puis soient plus nombreux que les mauvaises, ce que le microbiote adore, en fait, ce que le dessert est à l'humain, eh bien, les fibres le sont aux bactéries intestinales. Elles raffolent des fibres alimentaires. Et là, je vous entends déjà dire, « Oh non, va falloir que je mange des All-Bran, va falloir que je mange... » C'est fait parce que... Un métamucil. Oui, le métamucil, exact. Il va falloir que je mange du brun ou que je devienne un petit lapin et que je mange juste de la salade. Mon Dieu, que je l'entends souvent, celle-là. Et je me dis, mon Dieu, qu'il y a moyen de jazzer ça, il y a moyen de rendre ça beaucoup plus intéressant. Puis j'arrête pas de le dire, les fibres alimentaires, c'est vraiment, vraiment cool. Les fibres alimentaires, c'est de la couleur. C'est la couleur dans vos vies. C'est ça qui va faire la différence. Oui, c'est de la couleur dans vos assiettes, mais quand je dis que c'est de la couleur dans vos vies, c'est que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'avoir une meilleure humeur, de stabiliser votre concentration tout au long de la journée, en plus de venir nourrir justement votre microbiote intestinal. Alors, quand vous pensez aux fibres, je vous demande de penser à deux choses, les végétaux et les couleurs. La famille à date, c'est simple. Oui, à date, c'est simple. C'est bon, excellent. Donc, les végétaux, c'est pas juste la salade. Les végétaux, oui, c'est la grande famille des fruits et des légumes, mais c'est aussi les noix et graines, toute la variété des noix et graines. C'est les protéines végétales. Alors, la déclinaison du soya, qu'on soit dans le tofu, le tempeh, les fèves edamame, sinon toute la gamme des légumineuses. Et du côté des végétaux, on a, mon Dieu, est-ce que j'ai fait le tour? Ben non, il nous reste les fameux grains entiers. Donc, mon Dieu, millet, pain de grains entiers, orge, sarrasin, gruau, nommez-les tous, sont là. Donc, tous ces aliments-là peuvent se retrouver au menu. On est loin d'être en mode restriction là, pour l'instant. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de variété là, dans ce que tu nous expliques. Puis, au niveau de la couleur, bien, c'est de passer à travers l'arc-en-ciel au complet à chaque semaine. Alors, si on est capable d'aller dans les teintes de rouge, orangé, jaune, rose, mauve, bleu dans les fruits, dans certains légumes. Puis, ben, à la blague, des fois, je dis, on va même dans le brun, justement, tant qu'à parler de caca, tant qu'à parler d'intestin, on va dans le brun, justement, pour aller chercher nos grains entiers, nos légumineuses, nos noix et graines. J'ai une petite question, là, moi, qui me chicote depuis tantôt. C'est que tout ce que tu m'expliques en ce moment pour prendre soin de notre microbiote, ben, c'est aussi des choses qui sont bonnes pour la santé en général. Fait que quand on fait des études sur le microbiote, comment est-ce qu'on fait pour savoir, pour différencier l'impact sur le microbiote versus l'impact sur la santé qui est relié à une saine alimentation? Parce que dans le fond, je comprends que les bénéfices sont comme cumulatifs, là, dans le sens que d'un côté, je vais avoir beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, des fibres, etc. Puis en même temps, ça va me permettre de prendre soin de mon microbiote. Comment on fait pour distinguer les deux? C'est une excellente question. Puis en fait, c'est que les chercheurs vont aller voir vraiment la croissance de certaines familles de bactéries et vont aller doser les métabolites, les petites molécules dont je parlais au départ, là, les métabolites produites, dans le fond, par ces bactéries-là. Donc, je donne un exemple, mais on sait pertinemment dans la littérature maintenant que quand on mange des portions de viande rouge, viande volaille, même le poisson, là, je vous dis pas de plus manger de volaille ou de poisson, là, loin de là. Mais ce que je vous dis, c'est de quelle façon les études sont faites. Donc, quand on mange le groupe des viandes, les charcuteries, on voit une augmentation finalement on appelle ça des endotoxines. On en a une particulièrement qui est reliée à la santé cardiovasculaire et on l'appelle la TMAO. Donc, ça, c'est une molécule qui, lorsqu'elle circule dans le sang, est associée à davantage de problématiques cardiovasculaires. Or, quand on mange plus de viande, eh bien, ça nourrit les bactéries qui produisent davantage cette endotoxine-là. Donc, c'est comme ça qu'on est en mesure de faire le lien, finalement. OK. Dans le fond, le microbiote, lui, il va libérer, comme tu disais tantôt, là, des métabolites, puis ces métabolites-là vont se propager, puis en évaluant leur impact de ces métabolites-là, c'est là qu'on va savoir l'impact du microbiote sur la santé, puis qu'on le différencie de l'impact, mettons, d'un apport, mettons, d'avoir moins une glycémie élevée ou des trucs comme ça, là. C'est ça, exactement. Okay. Parce qu'on va vraiment étudier les changements dans le microbiote et la bioactivité des bactéries qui sont dans le microbiote intestinal.
C'est intéressant. C'est pas évident, là, j'imagine. C'est pour ça que ça fait pas longtemps, j'imagine, qu'on mesure ça puis qu'on évalue ça. Mais oui, puis le plus gros défi des études sur le microbiote intestinal, c'est que notre microbiote à nous, là, à chacun de nous, c'est notre empreinte digitale. Il nous est individuel. Alors, c'est sûr que quand on veut faire le lien, par exemple, entre une signature X, un microbiote X et telle problématique de santé, ou la prévention de telle problématique de santé, bien, ça nous prend des cohortes très, 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 très larges. Ça nous prend des gens, si on veut avoir une preuve absolue, là, ben, ça nous prend des gens qui ont vécu exactement la même situation de vie pendant 10 ans, 20 ans et ainsi de suite. Ouais. Alors, c'est pas facile. Puis c'est la raison pour laquelle, des fois, on parle justement de l'impact positif du microbiote intestinal, mais avec des données très, très, très ciblées, parce qu'on n'est pas capable de faire ces très vastes études-là, en tout cas du moins pour l'instant. Mais ce qui s'en vient est absolument formidable, parce qu'on va pouvoir, à l'aide de la lecture du microbiote intestinal d'un individu, personnaliser l'alimentation. Alors, est-ce que ça se pourrait que dans tel contexte, admettons une maladie inflammatoire de l'intestin ou un syndrome de l'intestin irritable, grâce à l'analyse de ton microbiote, on est en mesure de dire, OK, bien, malheureusement, tu as trop de telle bactérie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer tel aliment au profit de tel autre. Et dans ton cas qui t'est propre, est-ce qu'on va réussir à renverser le diagnostic? Va-t-on réussir à diminuer les symptômes? Ça, on peut déjà le faire. Mais renverser un diagnostic ou traiter une obésité, traiter une dépression ou une anxiété en travaillant sur le microbiote intestinal, il y a des chercheurs là, qui sont en train de travailler là-dessus. C'est fabuleux. Je ne sais pas si on va réussir à se rendre là, mais je l'espère. On l'espère. Mais c'est cool que tu parles de dépression et d'anxiété parce que ça faisait partie des choses que je me demandais. Tu sais, dans le fond, là, quand on mange mieux, évidemment, on se sent mieux parce des fois, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, si on veut, ou on a l'impression d'avoir de l'énergie. Puis aussi, on se sent moins lourd, on digère, comme la digestion prend un peu moins d'énergie, ou on se sent moins amorti, puis notre glycémie ne monte pas en flèche, etc. La même question que tantôt, comment on fait pour dissocier cet impact-là de l'impact du microbiote sur notre santé mentale? Puis c'est quoi, en fait, l'impact du microbiote sur notre santé mentale? Il y en a plusieurs. Puis, mais en même temps, la réponse est un petit peu la même que précédemment. Ouais. Donc, on va aller doser les fameux métabolites. Je comprends. Il y en a qui nous intéressent beaucoup. Là. Il y a une famille de fibres qui s'appelle les prébiotiques. Les prébiotiques, le nom le dit, là, ça vient nourrir les bonnes bactéries, ça vient nourrir les probiotiques. Donc, cette famille de fibres-là bien précise, quand nos bactéries les fermentent, parmi les métabolites, on a ce qu'on appelle, vous allez certainement lire ça là, pour celles et ceux qui sont un peu plus avancés dans le domaine, on va lire des acides gras à chaîne courte. Parmi eux, il y a le butyrate. Le butyrate, il est très, très, très étudié, notamment pour son action anti-inflammatoire, pour son action au niveau de notre système immunitaire, puis pour son action au niveau de notre cerveau, au niveau de la neurologie. Donc maintenant, comme je le disais plus tôt, quand on fabrique nos neurotransmetteurs, on a besoin de certains éléments clés dans la nourriture. Alors, c'est sûr que, oui, on va se sentir mieux quand on s'alimente mieux, de par tous les éléments que tu as apportés, mais on va se sentir mieux aussi parce qu'on va avoir tous les éléments clés pour fabriquer adéquatement les neurotransmetteurs. Donc, on est capable d'aller doser la sérotonine, par exemple. Donc, celle-là, elle est produite à 95 % dans l'intestin. L'intestin aussi va activer, les vitamines du groupe B qui sont essentielles à la fabrication de notre sérotonine. Donc, tout le lien se fait comme ça. Et ce qu'on ne sait pas encore, ou là où on n'est pas assez avancé, c'est qu'on voit, dans le fond, des signatures précises de microbiote dans des contextes d'anxiété et de dépression. C'est-à-dire que parfois, il y a un petit peu plus de mauvaises bactéries, un peu moins de certaines classes de bonnes bactéries. Alors, quand on va être en mesure d'identifier cette signature-là, bien là, actuellement, c'est la poule et l'œuf. Donc, est-ce que c'est la dépression qui a causé la problématique au niveau du microbiote ou c'est le microbiote perturbé qui a causé la dépression? On s'entend, là, c'est un des morceaux de puzzle. Hein? Ouais. C'est pas un lien direct. Là. Mais quand on va connaître lequel des chemins est le bon, c'est là où, justement, on va pouvoir agir directement sur le microbiote pour une meilleure humeur, pour parfois traiter la dépression, mais on est loin, on n'est pas rendu là jusqu'à maintenant, là, évidemment. Super intéressant. Comment est-ce qu'on fait
pour changer notre... En fait, ma question, c'est comment ça prend de temps? Combien de jours? C'est-tu quoi des heures que ça prend? C'est-tu des jours, c'est des semaines, c'est des années pour changer notre microbiote? Il y a deux sortes de diversité bactérienne dans le microbiote, puis la première, elle se change en 24 heures. OK. Donc, vous avez des... C'est rapide là, comme impact. Oui, vous avez des impacts directs comme ça, puis on le sent même. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui ne mange pas beaucoup de fibres, puis qui dit du jour au lendemain, OK, je fais un challenge microbiote, puis qui se met à manger 30 grammes de fibres du jour au lendemain, oh là là, vous allez le sentir. Il va avoir une petite surprise, là. Hey, vous allez le sentir. Oh mon Dieu, quel jeu de mots. Bon, bref. Mais bref, ça va plus se faire sentir sur les douleurs, ballonnements et ainsi de suite, parce que vos bactéries ne sont pas habituées à avoir autant de fibres. Donc, puis vous ne possédez pas les bactéries qui sont en mesure de faire une bonne digestion des fibres. Donc, il faut y aller graduellement. Alors, pour la première diversité, elle, c'est en dedans de 24 heures. Puis pour la deuxième diversité, c'est individuel à chacun. On a des gens qui vont avoir des résultats rapides. D'autres personnes, ça va prendre quelques mois. Puis ça, je vous dirais, c'est l'expérience clinique qui parle en ce sens que ça fait partie de mes cas clients non expliqués, là. Des gens qu'on a fait exactement le même protocole, on a personnalisé la nutrition en fonction des symptômes, en fonction de la problématique. Puis, en dedans de 2 semaines, on a vu des super résultats, puis d'autres, il a fallu persévérer parce que ça a pris quelques mois avant de régler la problématique. Justement, ça me fait penser en clinique, est-ce que c'est quelque chose que vous évaluez dans le fond? Est-ce que vous faites comme un genre d'évaluation des microbiotes? C'est un test que vous faites ou est-ce que dans le fond, on se fie plus... je sais pas, à l'état général de la personne ou comment ça fonctionne? Il y a plusieurs compagnies, en fait, qui offrent ces tests-là. Il y en a qui sont plus solidement appuyés que d'autres. Pour l'instant, il n'y en a pas de solidement appuyés, là. Il n'y en a pas au Canada. Il y en a qui sont très intéressants en Australie, en Europe. Ce sont des tests qui, malheureusement, ne peuvent pas être importés au Canada pour l'instant. Il y en a un aux États-Unis qui est quand même intéressant je mets des petits bémols, là, mais il est quand même intéressant. Par contre, en tant que monsieur, madame, tout le monde, ça paraît alléchant de faire ces tests-là, mais si vous recevez les résultats et que vous n'avez pas d'interprétation nutritionnelle avec une nutritionniste ou un nutritionniste pour vous aider, ça va être plutôt difficile là, de faire des changements puis d'y aller un peu à l'aveuglette. Parce que c'est quand même une analyse difficile à interpréter au niveau du langage bactérien et tout ça. Donc, ça doit se faire en collaboration. Nous, des fois, premièrement, en fonction de la curiosité du client, en fonction également de là où on en est dans le processus clinique nutritionnel. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment beaucoup de choses, chaque étape. Dans le fond, il y a encore un petit problème résiduel. Là, on va probablement proposer, dans le fond, de façon optionnelle là, au client, mais est-ce que ça vous dit d'aller vers ça pour voir si on ne trouverait pas une réponse qui actuellement est difficile à trouver? Mais c'est sûr qu'il y a tout un cheminement clinique nutritionnel qui est fait avant. Puis, ma dernière question, là, dans le fond, c'est si je suis quelqu'un d'actif, là, mettons, je suis un sportif, là, puis je fais de la course à pied, de la randonnée, etc., est-ce que j'ai des bénéfices à me soucier de mon microbiote? Et si oui, est-ce que, à part de, mettons, manger des fibres, là, y a-t-il une façon spéciale là, de s'en occuper? Exemple, la supplémentation, ça peut-tu m'aider? Je vais poser la question autrement. Si je suis un sportif, est-ce que la supplémentation en probiotiques, mettons, ça peut m'aider à améliorer mes performances? À améliorer les performances sportives, je crois pas nécessairement, à moins qu'il y ait eu de la littérature de ce côté-là, mais il n'y a pas de probiotiques qui ont été étudiés pour améliorer les performances. Donc, il y en a peut-être qui voient la différence, mais encore là c'est un choix individuel, puis la science ne se positionne pas encore de ce côté-là. Par contre, est-ce que ça vaut la peine, quand on est actif, sportif, de modifier notre alimentation pour prendre soin de notre microbiote? Oui. Parce que l'activité physique, oui, ça a un impact positif sur le microbiote, mais pas autant que l'alimentation. Puis je vous rappelle que l'alimentation, c'est votre carburant. Alors même si vous entretenez bien la mécanique de votre voiture à tous les jours parce que vous bougez, génial, génial. Mais là, il vous manque l'essence à mettre dans votre voiture. Puis le choix du bon carburant est essentiel. Pour moi, c'est indissociable, l'activité physique et l'alimentation. En fait, je comprends là, que
l'activité physique, ça a même un impact sur notre microbiote. Est-ce qu'on sait comment ça se produit, ça? Parce que, je veux dire, mettons que comment mon intestin le sait si je suis allé marcher, dans le fond, là. Je vois pas, je vois pas comment il le devine. En fait, je pense, là, je parle un petit peu à travers mon chapeau, il faudrait que ce soit quelque chose que je relise de façon très attentive, mais je pense que ça se fait via les médiateurs chimiques, là. Quand on fait de l'activité physique, on produit certaines hormones Ouais. qui ont un impact sur les muscles lisses au niveau des intestins, entre autres. Donc, Ouais. meilleur mouvement. On sait aussi que quand on fait des sports très extrêmes, là, c'est moins ma tasse de thé, c'est plus la tienne. Donc, je ne sais pas si c'est nécessairement recommandé, mais ce qu'on voit au niveau du microbiote, c'est une légère, on appelle ça une petite perméabilité post-activité physique. Donc, cette perméabilité-là peut laisser entrer des molécules non désirables. OK. Alors, c'est sûr qu'une activité physique où est-ce qu'on n'est pas nécessairement dans le dépassement extrême de soi, là, je pense que c'est, ben pas je pense, mais c'est mieux pour le microbiote intestinal pour éviter cette perméabilité-là post-entraînement. Plutôt qu'un effort extrême, là, comme courir des très longues distances de façon très intense, etc. C'est ça, je fais vraiment référence à ce genre d'activité-là. Je comprends. Ben, en fait, courir des très longues distances de façon très intense, en général, c'est pas une recommandation pour la santé, là, tu sais. Ouais. Dans le fond, comme dans tout, là, ce qui est le meilleur pour la santé, c'est généralement la modération. Fait que, effectivement, ça tombe sous le sens, là, ce que tu dis, ce que tu mentionnes par rapport au microbiote. Puis, c'est intéressant. Puis, j'ai une petite dernière question, là. Oui, Tu sais, oui. dans le fond, on parle beaucoup d'aliments fermentés Oui. récemment, tu sais, puis il y en a même qui en font à la maison. Je me suis pas encore lancé là-dedans, mais peut-être la prochaine pandémie ou au prochain confinement, ça sera le cas, je Hey, sais pas. non, on se souhaite pas ça, hein? J'aimerais ça que non, mais dans le fond, ça a-tu un impact sur le microbiote, cette fermentation-là, dans l'aliment? C'est des associations pour l'instant, dans le sens OK. qu'on a vu que les peuples les plus en santé sur la Terre là, consomment des aliments fermentés dans leur alimentation. Maintenant, la fermentation, moi, je la trouve très pertinente pour je vais appeler ça la biodisponibilité des nutriments. Donc, OK. de façon très simple, c'est qu'en fermentant, quand les bactéries fermentent l'aliment, avant qu'on le mange, mais ça permet aux vitamines, aux minéraux de se rendre plus facilement disponibles quand on les mange. Donc, c'est plus facilement assimilable. Alors, on a les bénéfices de ceux-ci plus facilement, on va le dire comme ça. Donc, c'est un peu comme une prédigestion. Alors, pour ça, ça vaut la peine. Pour le microbiote intestinal, je vous dirais, ça ne peut pas nuire. Mais comme on n'a pas d'études qui supportent ça, ben c'est difficile pour moi de vous dire intégrer les aliments fermentés 1 ou 2 fois par jour. J'ai malheureusement pas ce qu'il faut, mais encore là, peut-être que la science nous le dira. Mais c'est difficile d'étudier les aliments fermentés parce que ça grouille de bactéries. Puis, d'un produit à l'autre, c'est différent. Alors, Oui. encore une fois, c'est pas facile C'est dur d'avoir des aliments standardisés, là, c'est ça. j'imagine. À moins d'aller vers un supplément de probiotiques où là, il y a une standardisation. Et je me permets, Daniel, de fermer, dans le fond, cette question-là en vous disant, quand vous avez une problématique à traiter, puis vous voulez aller vers un supplément de probiotiques, basez-vous sur le guide clinique des probiotiques. Ça, c'est accessible sur le web, c'est même une application, c'est mis à jour à chaque année. Puis vous pouvez vraiment aller voir, en fonction de ce que moi je veux traiter, admettons un syndrome de l'intestin irritable avec constipation, quels sont les probiotiques qui ont des études cliniques qui supportent leur utilisation dans ce contexte-là. Crème, ça, c'est vraiment c'est une bonne ressource. On mettra le lien là, dans l'article. Merci beaucoup, Andréane, pour toutes les réponses à toutes mes questions, finalement. En terminant, si on veut te suivre ou si on veut en savoir plus sur les différents services que tu offres, comment est-ce qu'on fait pour s'informer? Vous pouvez simplement aller sur mon site web andreanemartin.com ou me suivre sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez avoir plus d'informations sur cette expertise-là. Donc, Facebook, Instagram. Et sinon, mon équipe et moi, on a fondé il y a 3 ans le programme Leader en santé qui s'adresse vraiment aux entrepreneurs, aux équipes de direction. Donc, c'est une approche globale autant nutrition personnalisée, kinésiologie, préparation mentale, tout ce dont l'entrepreneur a besoin. Puis, si j'en parle peut-être davantage sur ma plateforme LinkedIn, alors à vous de venir discuter avec moi. Merci encore. Bon succès dans tes prochains projets. Puis merci pour ton temps. Mon Dieu, merci à toi, Daniel, de m'avoir invité. C'est un plaisir. Merci, Andréane. Salut. Au revoir.